On a changé la position de la caméra parce qu'on a une invitée toute spéciale que Lucie va vous présenter. Et salut Internet. Alors on est super contents parce qu'on reçoit donc Léa Passy qui nous fait le plaisir de revenir. Ouais. Alors pour rappel, si vous suivez bien Mademoiselle, on avait dévoilé son premier clip pour aller où en avant-première. Tout à fait. Elle nous a fait une très belle petite session acoustique. Donc on est contente quand on lui dit ouais Léa, viens chanter pour nous pour notre live. Et moi j'ai dit ouais, trop bien. Voilà, on adore. Donc voilà, elle vient nous interpréter 3 titres. Donc Pour aller où, qui est un peu une chanson culte à la rédac, on va pas se mentir. Son nouveau titre Adolescente pirate, qui est sorti le 24 février. Donc c'est tout frais. Tout frais, tout frais. Et un autre petit titre. L'album, on l'attend pour cette année, bientôt. J'espère. C'est ça, avec les beaux jours, ah bah oui. avec le soleil. Ah, c'est beau. Eh ben, écoute, quand c'est bon pour toi, on y va ? Je suis pas bien. Non, c'est la maison ici, on est bien. Bah, du coup, je sais pas, je pense qu'on va commencer par le single pour aller où. Ça va être cool. Et on va lever les bras comme ça. Derrière leur ordinateur, en cours, ceux qui vont se faire cramer. Hein. Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimantés? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Il se moque de nos entailles, seul dans ces trains qui déraillent. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Normalement, c'est le moment où je dis tout le monde chante après avec moi au deuxième refrain. Te souviendras-tu de nos squelettes, de nos cœurs en miettes, de cette mauvaise foi, tout ce qu'on a perdu dans ces nuits de fête que personne regrette. À l'autre bout de soi, regarde-les sourire durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Ils se moquent de nos entailles, seul dans ces trains qui déraillent. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Why, 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 why? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Merci. Je vous ai pas entendu chanter, mais je dirai rien. J'espère que derrière leur ordinateur, ils ont chanté un peu aussi. Il y a des gens qui vraiment qui chantent. Alors, il y a Dorothée qui est derrière son ordinateur et qui chante pour aller où, pour aller où, pour aller où. Et des gens qui disent qu'ils lèvent les bras derrière leurs ordinateurs. Voilà, c'est ça qu'on aime. Du coup, je vais faire le deuxième. La reprise, le deuxième single, la reprise, le deuxième single. C'est comme tu veux. C'est toi. Ok. Le deuxième single, je pense. Donc, il s'appelle Adolescente pirate, pour ceux qui suivent. Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi, les yeux vitreux.
je les mitraille. Un peu saoul sans matricule, j'écume la nuit noire. Je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescents, pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je n'écoute plus ces léopards qui me racontent des histoires sous leur blouse de motard. Accoudés au bar, j'éteins leur ego. Je n'aime plus leur regard. J'ai le cœur balançoire. Je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent. Adolescents, pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je m'ennuie dans l'attente, je détruis ce qui me tente. Je ne suis qu'une fille de mon âge qui dégringole de la pente. Je n'ai qu'un œil dans la fente, je n'ai qu'un doigt sur la tempe. Et si je rate le virage, inscris mon nom aux absents. Mes espoirs se brisent, adolescents, pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Merci. On a perdu la moitié de la fanbase, ils sont tous partis, ils sont tous déprimés. J'allais justement dire, les gens sont déjà fans de toi, ça y est, Ah, t'as bon, chanté ça va. deux chansons, ils sont fans. Bon, on a perdu une partie, mais on en a gagné une autre, c'est plutôt pas mal. Et bah du coup, c'est trop cool comme ça, je vais finir sur la reprise. C'est la reprise de Castle in the Snow d'Yavner. Cool. Voilà. Light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning, my head is hurting. Every day a little bit more. Light is fading now. My face is being such by a blue deluge. My treat is singing, my fairy smiling. Every night a little bit more. I cannot see anything, I am blindfolded. I can hear the bird, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the bird, I can see them fly, I can see the sky. It's a battle cry. I'm a zombie, I don't know what to do. I should be down in a place, yeah. But I gotta stay, 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 stay. I'm so lonely, I don't know if I get through. I wanna be floating in space, yeah. But I gotta stay, 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 stay. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky.
can hear the bird, I can see them fly, I can see the sky. It's about to cry. I can hear the bird, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the bird, I can see them fly, I can see the sky. It's about to cry. Voilà. C'est le moment où je suis gênée. Arrêtez. Bravo. Merci, Bravo, c'était trop cool et merci à ceux qui ont suivi, c'est trop bien. Merci Rendez-vous beaucoup. sur ma page, c'est le moment où je fais la commerciale. Léa Passy officielle. Donc du coup, je rappelle que tu as sorti 2 singles. Le premier c'est Pour aller où, celui que tu as chanté en premier, et le second c'est Adolescent pirate. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver une session sur Mademoiselle C'est de ça, Pour aller la où. toute Voilà. première. Du premier coup, plateau, en plus. merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous faire ces Merci jolies à vous sessions. pour C'était très l'invitation, cool. C'est trop cool. Je suis venue défendre la femme. Voilà. Bisous. Bisous, merci. Et on va enchaîner. Alors, je vais rallumer les micros de la table puisque on enchaîne directement. Mais qui parle? Vous ne me Waouh. voyez Eh pas. ben non. Je suis la femme mystérieuse derrière la voix. Qui est-ce? Peut-être on va faire la maison des secrets pendant 1 heure. Non, en fait, ce sera peut-être un petit peu plus sérieux que la maison des secrets. Mais sérieux ne veut pas dire chiant, non. Car on reste quand même chez Mademoiselle. Hein, et on vous a prévu, si vous étiez là à partir de midi, vous le savez, on vous a prévu un gros programme et surtout un bon gros programme pour se sortir les doigts. C'est le thème de ce créneau qui va nous emmener pendant une petite heure dans le bel univers de l'engagement, dans les associations et dans le monde du travail, celui de l'entreprise et des startups. Et pour ça, je suis très contente de co-animer ce temps avec Esther, qui était donc là à midi. Salut Marie, salut tout le monde. Moi aussi, j'ai trop envie de faire cette heure-là où on va Se sortir les doigts. Oui, on va se sortir les doigts, c'est très bien. Et ce que je vous expliquais à midi, c'est qu'à un autre moment dans la soirée, on va se les remettre, mais ce sera donc une autre thématique, vous vous en doutez. Alors avant de présenter les 2 personnes qui sont venues très gentiment nous parler de leur passion et de leur métier, je voulais un petit peu contextualiser cette heure. On a un objectif, c'est de vous aider à vous lancer. Voilà, on s'est dit, on a 50 minutes, pourquoi pas essayer de révolutionner le monde et de faire de vous des femmes entreprenantes et entrepreneuses, parce qu'on est une génération, on le sait, qui a très envie de faire des choses et qui ne sait pas vers qui se tourner pour le faire. Que ce soit dans le fait de trouver du sens dans son travail ou dans le fait de s'engager pour faire changer la société et puis avec un petit peu plus d'ambition le monde. Nous, on est persuadés chez Mademoiselle que toutes les jeunes femmes qui nous lisent ont un talent et un énorme potentiel qu'il faut... que certaines ont déjà trouvé, mais que d'autres cherchent encore à révéler. Et donc l'idée, c'est de vous aider à exploiter ce talent un maximum. Donc on ne va pas vous donner des conseils pour réussir à faire un miracle morning tous les matins à 5 heures, genre alors aujourd'hui j'ai fait mon yoga. Voilà, c'est vraiment pas le Pour but. ça, il faut demander à Clémence Voilà. Bodoc. c'est sa spécialité. En fait, on s'est dit qu'on allait le faire à notre petit niveau, vous montrer des jeunes femmes qui font aussi des choses qui paraissent vraiment incroyables et qui demandent finalement assez peu de moyens. Et l'idée, c'est pas non plus de vous aider à apprendre à monter votre projet en 50 minutes, c'est plutôt de vous permettre de savoir vers quelles ressources vous tournez. On n'aura pas toutes les réponses à vos questions, mais on aimerait bien qu'à la fin de la petite présentation qu'on va faire d'ici une demi-heure, que vous puissiez poser vos questions pour monter votre projet. Je pense que dans les lectrices et les lecteurs qui nous écoutent, il y en a sûrement qui ont eu des galères en montant un projet associatif ou qui se posent
plein de questions sur comment monter sa start-up. Si aussi vous avez des exemples de jeunes femmes super innovantes, on sera là pour les écouter. Et Louise est donc en train d'ouvrir le Skype pour ça. Tout à fait. Je vais mettre une petite bannière pour dire que le Skype, c'est live espace, enfin plus loin, mademoiselle.com. Je mets ça tout de suite sur l'image de votre internet, ordinateur, YouTube, tout ça. Pardon. Voilà. Parfait. Donc pour discuter de ça avec nous pendant cette heure, deux invités, Pauline et Joanne. Donc Pauline travaille chez AnimaFac. Elle est coordinatrice territoriale. Je vais vous laisser vous présenter en 30 secondes juste après, toutes les deux. Et Joanne donc, travaille chez Paris Pionnière. Et donc, elle accompagne les porteuses de projets, notamment celles qui montent des startups. Voilà, donc Pauline, si tu veux commencer par te présenter. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est top. Du coup, oui, moi, je suis coordinatrice territoriale pour AnimaFac. AnimaFac, c'est le réseau national des associations étudiantes. Donc très concrètement, on est là pour au quotidien apprendre aux étudiants qui ont envie de mettre en place des projets, à créer leur asso, à la gérer, à la développer, à trouver des astuces et des méthodologies concrètes pour mettre en œuvre tous leurs projets. On est là aussi pour connecter les associations entre elles. Donc c'est ça aussi l'idée du réseau AnimaFac, puisqu'on estime que c'est aussi important pour les étudiants qui ont envie de monter leur asso, de voir déjà ce qui se fait autour, de rencontrer d'autres assos qui mènent déjà des projets et de pouvoir tout simplement leur permettre de mutualiser leurs connaissances, leurs expériences, leurs pratiques, parce qu'on est très favorable à la formation de pair à pair chez AnimaFac. Voilà, on estime qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se former que d'apprendre auprès d'autres assos déjà un peu plus expérimentés. Donc très concrètement, on est là pour former les jeunes et les étudiants qui ont envie de monter leur asso, pour les connecter entre eux en organisant tout plein d'événements, de rencontres et d'échanges. Et puis plus globalement, on mène plusieurs campagnes au niveau national visant à promouvoir l'engagement et à le faciliter, donc par différents dispositifs que l'on promeut. Donc voilà, en gros, on est en quelque sorte une asso qui aide les autres assos à se créer et à se développer. Très méta. Tout à fait. C'est pas toujours évident à expliquer. Et vous avez beaucoup de points communs du coup avec Paris Pionnière, qui fait aussi de l'accompagnement, mais là spécifiquement auprès des jeunes femmes entrepreneuses. Exactement. Donc moi je suis Joanne, merci aussi de m'avoir invitée, c'est Mais super. C'est normal, ça fait plaisir. Donc effectivement, moi je travaille pour Paris Pionnière, c'est un incubateur associatif qui accompagne les entrepreneurs, donc les entrepreneurs à développer leurs projets. Nous effectivement, on a cette spécificité-là d'accompagner les projets qui sont portés par des femmes. En tout cas aussi par des équipes mixtes, parce qu'on croit beaucoup en la parité. Je veux dire, que des hommes, c'est pas bien, que des femmes, c'est pas forcément mieux non plus. Donc c'est hyper important la diversité. Et donc nous, vraiment, c'est ce qu'on met en avant. Et un des critères de sélection, c'est avoir au moins une femme en cofondatrice pour intégrer nos programmes d'accompagnement. On est aussi, donc on est une toute petite équipe, on est 4 personnes qui, dans l'incubateur Paris Pionnière, à gérer plus de 60 startups par an. Donc ça fait beaucoup et à tout stade du développement. Donc ça aussi, c'est une spécificité de Paris Pionnière, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs vraiment de tous âges et puis à tout niveau du développement de la startup. Donc vraiment du stade de l'idée à un stade un petit peu de développement beaucoup plus mature. Donc voilà, et on est ravis d'accompagner toutes ces équipes mixtes à Paris Pionnière. Voilà. C'est super, c'est très clair. Je voulais commencer avec une première question de façon très courte, car nous avons un petit peu débordé au niveau de tout ce qui est horaire. Est-ce que vous avez, vous, une femme qui a un rôle modèle qui vous inspire dans vos secteurs respectifs? Donc toi, Pauline, pour les assos, et toi, Joanne, pour les startups ou les entreprises. Pauline? Alors, je pense pas que je pourrais citer une femme en particulier qui m'a inspirée, mais il est clair que depuis que je suis arrivée dans le milieu des associations étudiantes depuis 3 ans et chez AnimaFac depuis 2 ans, j'ai découvert juste des personnes incroyables et en fait, pour moi, qui étant étudiante, lorsque j'étais étudiante, avait le profil un petit peu classique de l'étudiante qui arrive en cours le matin et puis qui prend ses notes et puis qui repart le soir sans forcément chercher à aller plus loin finalement dans sa vie étudiante.
Là, depuis 2 ans, je suis au contact quotidien, du coup, de par mon métier, avec des dizaines, voire des centaines d'associatives étudiantes, donc de jeunes étudiantes qui, à la fois, au quotidien, arrivent à mener leurs études de front, donc c'est-à-dire aller en cours, passer leurs examens, etc., mais aussi gérer leur association, voire plusieurs associations, parce que c'est pas rare d'être engagé, c'est même très fréquent, souvent, d'être engagé au sein de 1, 2, 3, 4 associations, parfois. Parfois avec des responsabilités assez importantes au sein de l'asso, donc qui impliquent pas mal de temps d'investissement chaque semaine. Donc ça, plus, comme tout le monde, évidemment, gérer leur vie sociale et familiale. Bien souvent, elles ont un job à côté pour financer leurs études ou autres. Certaines sont même mamans, même si c'est plus rare. Et c'est vraiment des héroïnes du quotidien. Et c'est juste incroyable. Et même au bout de 2 ans à les fréquenter, j'en reviens toujours pas et ça m'impressionne toujours autant. Des fois, je me demande si elles n'ont pas des super pouvoirs cachés. Est-ce qu'en fait, elles ne dorment pas la nuit ou est-ce qu'elles ont le pouvoir de se décupler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je crois que tout simplement, elles se lancent, elles osent. Elles arrivent à s'organiser pour tout ça et à vivre leur passion. Et c'est vraiment incroyable et toujours aussi inspirant au bout de tout ce temps-là, quoi. Merci. Et Joanne? Pour moi, alors déjà, moi, je trouve que rôle modèle, ça peut parfois être un peu impressionnant ou avoir un caractère assez élitiste. Donc moi, j'aime bien un peu désacraliser le rôle modèle parce que moi, j'en ai plein, j'ai du mal à choisir. Et puis finalement, en fait, je rencontre plein de femmes. Du coup, comme dit Pauline, on rencontre plein de femmes au quotidien qui sont toutes différentes et qui sont toutes des rôles modèles. Et moi, j'ai envie de dire que c'est plus des personnes qui sont vraiment alignées avec ce qu'elles entreprennent. Et moi, les femmes qui m'impressionnent, c'est plus des personnes qui sont, on va dire, des doueurs, c'est-à-dire qui font plus qu'elles ne parlent et qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà. Après, il y a plein de femmes extraordinaires aussi à Paris Pionnière que je croise. On a une start-up qu'on a accompagnée pendant quelques temps. La fondatrice s'appelle Claude Thérosier et a monté Magic Maker. Donc c'est une start-up qui apprend aux enfants à programmer de manière ludique. Donc, tu peux amener ton petit frère, ta petite sœur, et puis peut-être que eux t'apprendront à coder. Mais en gros, voilà. Et elle a pas 25 ans. Elle sort pas forcément, je veux dire, de grande école. Elle a pas forcément un parcours hyper classique. Et pourtant, c'est vraiment une super start-up. Donc, moi, je parle plus de femmes qui m'inspirent que de rôle modèle en tant que tel. Très bien. Et du coup, en fait, si on est là, c'est aussi parce que justement, les femmes ont parfois... Est-ce qu'elles ont vraiment du mal à se lancer? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez quelques chiffres à nous donner dessus. Du coup, je commence. Vas-y. Non, mais parce que c'est vrai que nous, comme on a un incubateur qui soutient l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'innovation, on regarde toujours les chiffres, etc. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chiffres aujourd'hui. On se dit déjà qu'on aimerait bien vivre comme 50% de la population, à savoir les hommes, et s'épanouir aussi dans notre business de la même façon. Et puis ensuite, on se dit aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde qu'il n'y a que 8% des femmes qui entreprennent dans le monde, c'est quand même rien du tout. Et après, si on pense au côté positif, on se dit, en fait, quand même... En Ile-de-France, on a 21% de start-upeuses qui fait de nous la capitale européenne des start-upeuses. Donc, et là, on se dit, on est vachement fiers et justement, on lâche rien et on continue et on a envie de voir ces chiffres qui augmentent parce que ça augmente, quoi. Oui, parce qu'aussi dans les conseils d'administration, il y a une loi qui est passée en 2011 qui obligeait en 2017 à avoir 40% de présence féminine dans les conseils d'administration. Et on approche un petit peu du chiffre dans les grosses entreprises. C'est plus compliqué pour les petites et moyennes entreprises de trouver des femmes qui ont envie de prendre cette place-là aussi. On va en parler un petit peu juste après. Et du coup, au niveau des assos, Pauline... Alors au niveau des assos, j'ai pas forcément de chiffres précis sur le salariat, notamment au niveau des assos, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je peux constater au quotidien, et je crois que c'est que les femmes sont plutôt bien représentées au sein des assos, en tout cas au niveau des salariés, etc., de celles qui mettent en œuvre les activités des associations. Après, au niveau de créer son association, diriger, faire partie des organes de gouvernance de l'asso, je pense que c'est une autre histoire. Ouais, c'était ma question, parce que justement, je pense qu'on pour l'avoir vécu de l'intérieur aussi, parce que j'ai participé à pas mal d'assos,
je pense qu'on est nombreuses à les faire vivre de l'intérieur, mais quand on regarde les postes de direction, j'ai l'impression que c'est très souvent des hommes. Et oui, c'est très souvent le cas. Du coup, il me semble que, si on prend l'exemple du poste de président ou présidente d'association, par exemple, il me semble que pour les associations au niveau national, on est autour de 40% des présidents et présidentes d'asso qui sont du coup des femmes. Alors, je crois qu'au niveau des associations étudiantes, on est un petit peu au-dessus. Ça doit être un gros tiers pour les associations et environ 40-45% pour les associations étudiantes. Donc, c'est plutôt cool parce que ça montre que les jeunes générations, déjà, ont peut-être davantage conscience de ces enjeux-là et engagent vraiment des efforts à ce niveau-là. Mais voilà, on se rend compte quand même que, malgré leur bonne volonté, elles continuent néanmoins à très souvent reproduire les inégalités qu'on constate dans le reste de la société. Et du coup, c'est pas mal, mais il y a encore clairement du boulot. Et oui, du coup, il y a du travail et il faut continuer à pousser les femmes à créer leur propre asso, à briguer des postes à responsabilité au sein des assos, à pas hésiter à se lancer tout simplement. Ouais, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plusieurs choses qui se recoupent quand on veut monter une asso ou une entreprise ou une start-up. Il y a des points communs, notamment dans tout ce qui est la conception du projet au tout début. Quand on parle de méthodologie, il y a des méthodes qui sont communes. Du coup, quel conseil vous donneriez pour passer de l'idée simple de j'ai envie de m'engager pour aider les réfugiés, par exemple, à mieux vivre leur arrivée en France, à je monte mon projet d'aide aux réfugiés. On peut peut-être commencer par toi, Joanne. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que déjà, il faut s'appuyer sur les ressources existantes. C'est que aujourd'hui, la sphère start-up, c'est super à la mode. Donc, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui se multiplient et il faut en profiter. Et il y a des structures et des formations, comme nous, qui organisent des start-up camps, ce qu'on appelle des start-up camps ou des formations, qui justement aident les personnes à se lancer. Nous, justement, on a une formation qui s'appelle le Possible Camp, qui c'est 3 jours en fait où on arrive, on a une idée, mais c'est tout, vraiment juste l'idée. Et justement, comment je fais ? Ça va être 3 jours où on va m'apprendre à parler de mon projet, à adopter la pensée start-up, c'est-à-dire à être agile, c'est-à-dire à tout le temps rebondir hyper rapidement, à savoir, c'est quoi d'ailleurs un business plan et d'ailleurs, c'est quoi, quel statut juridique et faire des trucs plus sympas, c'est-à-dire aussi faire des pitchs, etc., dessiner son projet et être avec 20 personnes qui ont exactement la même problématique que vous et vous allez en parler. Parce que du coup, si on passe dans le conseil plus concret de j'ai mon idée, je fais comment, il faut du coup, aller la tester, aller en parler à son entourage, voir ce qu'ils en pensent, ne pas la garder de peur de se la faire voler ou quoi. Ça c'est trop ancien, on oublie cette pensée, on sort de nous-mêmes, il n'y a pas de honte, toute idée est bonne pour la développer et donc voilà, il faut vraiment en parler avant de développer sa solution, quoi. Et du côté de l'éducation populaire, il y a quoi comme outil justement pour passer des idées au projet ? Alors effectivement, c'est ça qui est chouette, c'est que Fais attention à bien parler dans ton micro. Pardon. Du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que dans le milieu associatif, ça regorge de ressources, d'idées, de formats un petit peu alternatifs, justement issus des techniques d'éducation populaire, pour passer d'une idée ou même d'un questionnement, d'un doute, d'une question, à concrètement une solution. Alors, je pense qu'avant tout, il faut désacraliser un petit peu tout ce qui est procédure administrative, etc. Parce que monter une asso, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Déjà, si on a une idée, c'est déjà top. Pour qu'une asso existe, finalement, il ne faut pas grand-chose. Il faut une idée, un but, il faut une équipe, c'est-à-dire au moins 2 personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui partagent ce but commun, du coup. Et puis, une idée sur le mode d'organisation qu'on a envie
envie de mettre en œuvre pour justement permettre à cette idée, à ce projet futur d'exister. À partir de là, on peut déjà on constitue en fait déjà sans le savoir une association. Après, bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais évidemment, si on veut que la structure existe au sens légal, juridique, pour pouvoir mener des vraies actions, rechercher des financements, etc., ça implique effectivement déclarer et créer son association. Après, effectivement, il y a forcément des méthodos qui s'appliquent dans tous les cas. Je pense que c'est des étapes très classiques, finalement, de la gestion de projet. À partir de l'idée, il faut la formaliser, effectivement, étudier sa pertinence, la clarifier, réunir une équipe solide et motivée autour de ce projet-là. Du coup, comme on le disait, créer sa structure qui permette d'exister juridiquement, légalement, pour pouvoir réellement mener des actions. Établir un plan d'action, avoir une idée claire de où on va et comment on va y arriver, et puis évidemment trouver les sous pour que tout ça puisse se réaliser. Et dans toutes ces étapes-là, finalement, il faut tout simplement, si on se pose des questions, jamais rester seul avec ses doutes, ses questionnements. Ça paraît complexe comme ça, mais il y a des tas et des tas de ressources un petit peu partout, à côté de chez vous, très certainement, pour répondre à toutes vos questions. Donc, que ce soit des centres de ressources locaux, voilà, les maisons des associations, les divers centres de ressources qui existent dans à peu près toutes les villes. Les réseaux tels qu'AnimaFac, mais il y en a beaucoup d'autres. AnimaFac va être spécifiquement axé sur les assos étudiantes, mais il y a tout plein d'autres réseaux associatifs qui sont là pour justement vous mettre en relation, vous connecter avec des gens qui, il y a peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années, se sont posés les mêmes questions que vous et ont aujourd'hui les solutions. Voilà, et c'est vraiment en ne restant pas seul, tout simplement, qu'on va maîtriser ces questions-là et puis finalement se rendre compte que c'est pas si difficile et que l'idée peut très vite aboutir sur un très beau projet, quoi. D'accord. Et du coup, pour parler un peu plus concrètement de comment ça fonctionne une fois qu'on a réussi à monter son asso ou sa start-up, il y a pas mal de clichés qui circulent sur les start-up, sur les assos, sur comment c'est, est-ce qu'on peut avoir des salariés dans une association, est-ce que tout le monde est fou dans le monde des start-up, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dégommer un peu ces clichés quels sont ceux que vous entendez le plus souvent et qui vous énervent le plus, ou en tout cas qui sont ceux auxquels il ne faut pas croire, en fait? Écoute, moi, il y a une certaine... Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que le monde des startups, on se dit que soit c'est super cool, soit effectivement ils sont tous fous, soit tu as une espèce de siliconisation, je veux dire, du monde, si tu veux, je veux dire, avec justement toutes ces startups qui sont venues, enfin cet esprit startup qui est quand même venu de San Francisco, de la Silicon Valley. Et du coup, moi, je dirais, c'est plus le rapport à l'argent, en fait, parce que on va penser souvent que je crée ma start-up et je vais lever 5 millions comme ça, quoi. Ou sinon, je crée ma start-up et si je la crée parce que je vais me faire racheter par Google ou Facebook. Et ça, c'est sûr, et c'est ce que je veux faire. Et ça, non, enfin, je veux dire, effectivement, il faut de toute façon avoir son projet, être passionné par son projet, le développer. On peut aussi, je veux dire, le développer à partir de rien aussi. Enfin, je veux dire, c'est comme je disais, il y a énormément de structures qui existent, il y a énormément de personnes qui veulent faire ça, et c'est très bien, et on peut le faire, c'est possible. Mais bon, c'est pas, je veux dire, et puis vous allez peut-être pas avoir besoin de lever 500 000, 1 million d'euros, parce qu'après, il y a toute la production derrière qui se met en place, et il faut l'assurer. Donc, il y a des startups qui ne sont pas prêtes à, on va dire, lever de l'argent auprès de fonds d'investissement. Donc non, donc en fait, je veux dire, ça sera peut-être pas votre business model. C'est un peu comme les chaînes YouTube, ça sert à rien de lancer une chaîne si ton but c'est de faire des millions de vues dès le premier mois, quoi. Ouais. Ce qui compte, c'est avant tout le projet et les intentions et les motivations pour lesquelles tu les mènes finalement. Exactement. Et Pauline, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché, alors pour le secteur associatif peut-être? Ouais, il y a beaucoup d'idées reçues encore très tenaces sur les assos, malheureusement. Du coup, j'en ai plusieurs en tête. Déjà, je pense que le premier cliché qu'on rencontre très souvent, c'est que beaucoup de personnes croient encore que les assos sont des structures qui agissent uniquement dans les domaines du social, de la solidarité locale, qui mènent uniquement des actions d'aide à des publics très défavorisés ou en grande difficulté. Voilà, l'humanitaire également. Donc, il y en a effectivement une partie, bien sûr, mais c'est loin d'être tout. En fait, il y a des associations dans à peu près
toutes les thématiques et tous les domaines possibles et imaginables. Voilà, culture, loisirs, art, citoyenneté, numérique, médias, enfin voilà, c'est ça les assos. Finalement, on retrouve quasiment même pas quasiment, on retrouve les mêmes métiers dans les associations que dans les entreprises ou les autres structures. Donc, en fait, si cette idée reçue existe, je pense que c'est lié à la notion d'intérêt général. Oui, effectivement, une asso, dans sa définition première, est une structure qui doit agir pour l'intérêt général. Mais en fait, l'intérêt général, c'est quoi? C'est tout simplement répondre aux besoins ou à l'envie d'une population donnée dans un contexte donné. Donc, comme je le donne souvent en exemple, organiser un festival de musique, c'est de l'intérêt général à partir du moment où vous répondez aux envies d'un public. Donc voilà, je pense que c'est le premier cliché un petit peu sur les assos. Les assos existent dans tous les domaines possibles. Une deuxième idée reçue très très fréquente, c'est l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire de bénéfices financiers avec une association. Alors, c'est faux. Une association peut tout à fait avoir une activité financière, vendre des produits, des services, gagner de l'argent. Voilà, on peut même gagner beaucoup d'argent avec une association. Il n'y a qu'à voir le chiffre d'affaires de certaines grosses associations nationales. Simplement, quand une association fait des bénéfices, elle n'a pas le droit d'utiliser ces bénéfices financiers pour l'enrichissement personnel des membres de l'association. Donc, elle ne peut pas, par exemple, prendre la décision de doubler le salaire de ses dirigeants parce qu'elle a eu une grosse rentrée d'argent, voilà, tout simplement. Donc c'est un modèle économique justement qui fait partie de... Dommage. C'est le modèle économique qui justement définit les associations dans leur nature profonde. Par contre, elle peut gagner beaucoup d'argent et justement réinjecter ses fonds dans le fonctionnement de l'asso, dans le développement de ses projets, etc. Donc ça va un petit peu avec l'idée pareil du salariat, idée reçue selon laquelle on ne pourrait pas gagner sa vie au sein d'une asso et où le mot association serait forcément rattaché à la notion de bénévolat. Évidemment, le bénévolat est une ressource très importante au quotidien pour les assos, quoique pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles. Mais on peut tout à fait gagner sa vie au sein d'une association. Les associations voilà, embauchent des salariés. J'en suis aujourd'hui la preuve, par exemple. Je gagne très bien ma vie, enfin, en tout cas très, très correctement. Tu n'es donc pas un hologramme. Voilà. donc voilà, on peut gagner de l'argent avec une association et on peut gagner sa vie très bien et avoir de très belles perspectives d'évolution professionnelle au sein des assos. Et puis peut-être un cliché aussi qui est un petit peu énervant, c'est l'idée selon laquelle les assos seraient des structures un petit peu ringardes, un petit peu c'est vrai. Poussiéreuses. Enfin, les assos, c'est pas innovant, c'est pas tendance, c'est pas in. Et ça, c'est un petit peu énervant parce que c'est pas vrai, quoi. Il se passe des choses tellement chouettes au sein des assos et il y a des projets qui sont tellement impressionnants, innovants et qui sont clairement en lien avec l'actualité, avec les problèmes de société qu'on constate autour de nous. Et les associations ne sont pas des structures poussiéreuses ou ringardes. Avec des vieux mecs blancs de 70 ans au conseil d'administration, quoi. Ça, c'est pas vrai du tout. Il y a des assos qui travaillent dans le milieu du numérique, des nouvelles technologies, voilà, tout ce qui est... Paris Pionnière est une asso. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je te rejoins à 300%. Effectivement, nous ne sommes pas ringards. Voilà. Non, mais c'est vrai que oui, nous, justement, tout ce que nos programmes d'accompagnement peuvent être payants, mais justement, je veux dire, l'argent nous sert à réinvestir pour constamment les améliorer. Ou par exemple, on a un très bel espace dans Paris, ça va nous servir pour le rénover, etc. Et moi aussi, je suis salariée du coup de mon association, donc nous sommes deux. Et du coup, comment, une fois qu'on crée une association... pardon. En fait, il y a Hélène sur le chat qui demande est-ce qu'on peut être à l'origine de la création d'une association et à la fois être salarié et toucher un salaire? Grande question. Alors, ça, c'est... Pauline, tu peux nous répondre? Alors du coup, en fait, il existe quand même un concept particulier au niveau du modèle économique et de gouvernance des associations, qui est que les personnes qui, à part rares exceptions, mais ça reste vraiment des exceptions, donc on va pas en parler, les personnes qui composent l'organe de gouvernance en fait de l'association, c'est-à-dire le conseil d'administration, le bureau, doivent forcément exercer ces fonctions de façon bénévole. Donc ce sont des personnes élues lors de l'assemblée générale de l'association, et effectivement ces personnes ne peuvent pas être rémunérées pour ces activités-là, tout simplement pour des raisons éthiques, pour éviter tout conflit d'intérêts, enfin pour les raisons qu'on comprend très bien. Ouais, parce que si tu votes toi-même ton augmentation
augmentation de salaire, c'est un peu chelou. Bon, il y a Nicolas Sarkozy, il a fait quoi, mais... Voilà, tout à fait. Donc effectivement, si on présente sa candidature pour être président ou exercer une responsabilité au sein du bureau de l'association, effectivement, ça se fera de façon bénévole et on ne pourra pas toucher un salaire pour ça. Mais en revanche, on peut tout à fait être salarié de sa propre association qu'on a montée par le passé et à ce moment-là, gagner sa vie avec et toucher un salaire. Donc c'est possible. Et donc, quelle était ma question? Oui, comment, une fois qu'on a son idée, en fait, si l'idée a germé quand on était tout seul, comment est-ce qu'on arrive à réunir des personnes autour d'un projet? Comment on arrive à fédérer des gens autour de notre idée? Je sais pas, vas-y Pauline, tu peux continuer. Alors, effectivement, pour réunir des gens autour de... Apéro. Voilà, autour d'une idée ou d'un projet... je pense que justement, et c'est ça qui a un petit peu amené à la création d'Animafac finalement il y a 20 ans, c'est encore une fois cette idée de connecter les initiatives entre elles et connecter les structures déjà existantes ou les structures futures entre elles. Tout simplement tout simplement parce que c'est le partage d'expériences et ce genre de choses qui va justement pouvoir amener du stade de l'idée au stade du projet. Et c'est ça qui est super chouette justement dans le milieu des réseaux associatifs, des espaces de coworking, des tiers-lieux, des incubateurs, etc. C'est justement l'idée de mettre en relation avec d'autres personnes qui vont avoir également une motivation, un but et qui vont pouvoir se rapprocher de votre idée à vous, des valeurs que vous portez et de votre projet. Et c'est justement grâce à tous ces réseaux-là, à ces structures qui vont vous mettre en relation avec d'autres personnes que les choses vont pouvoir se débloquer et se concrétiser. Et c'est justement chouette parce que dans le milieu associatif, comme peut-être j'imagine dans le milieu des startups, on expérimente énormément de techniques pour réunir, à partir d'un groupe de personnes, les réunir et favoriser énormément l'interconnaissance et les échanges entre ces personnes-là pour justement passer de personnes qui ne se connaissaient pas à des personnes qui vont pouvoir ensemble élaborer des solutions, monter un projet, partager leurs conseils, aller leurs chercher des compétences ailleurs en fait. Quand nous-mêmes on les a pas, parce que dans une association ou dans une start-up, il faut un certain nombre de compétences. Parfois on a eu une idée, mais on n'a pas par exemple la compétence graphique, la compétence développement d'un site internet, etc. Je pense que dans l'incubateur Paris Pionnière, vous permettez de trouver ces personnes ressources en fait aussi. Oui, de toute façon effectivement les entrepreneurs, les personnes qui créent leur boîte te diront toujours que effectivement ils l'ont jamais fait seuls et qu'ils auraient jamais pu le faire seuls. Donc après c'est tout l'enjeu effectivement. Où est mon prochain associé? Où est mon dev? Où est mon directeur technique pour chapeauter le développement justement de toute ma plateforme web, etc. Donc du coup, c'est effectivement tout l'enjeu. Donc quand tu as l'idée et que tu veux monter ton projet, déjà, il faut en parler à ton entourage pour convaincre les gens de ton entourage d'accepter ton idée, de les emmener dans ton bateau, etc. Donc ça, déjà, les amis, les potes, les apéros, etc., c'est super utile, faut le faire, c'est facile. Et en plus, ce seront tes premiers utilisateurs et peut-être tes futurs investisseurs, parce qu'on n'a pas encore parlé de financement ni de voilà, mais ça fait parler de voilà, comme on dit, la love money, l'argent de l'amour. Donc, mais c'est vrai que non. Après, au niveau du coup plus des réseaux, enfin, je suis totalement d'accord avec Pauline. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut profiter des réseaux qui sont existants. Nous, on parle beaucoup de notions d'inclusif, parce qu'aujourd'hui, justement, on a besoin de tout le monde, on a besoin de s'associer à tout le monde, d'inclure tout le monde et toute la diversité qui nous entoure pour justement y arriver avec les compétences de chacun. Donc nous, à Paris Pionnière, effectivement, on a des ateliers thématiques sur, je sais pas moi, comment est-ce que je développe ça, comment est-ce que je construis mon business plan, Et en fait, il y a plein de startups qui arrivent, qui y vont et qui interagissent entre elles. Et nous, justement, je veux dire, ce qu'on apporte en tant qu'incubateur, c'est qu'on dit, venez chez nous et vous allez rentrer dans un écosystème, donc c'est-à-dire un écosystème d'experts, de mentors, de start-up. On a aussi un coworking space à Paris Pionnière, donc de coworkers, donc de travailleurs nomades
malades en fait, qui suivent pas forcément les programmes d'accompagnement. Et tout ça, en fait, ils vont tous connecter entre eux au travers d'événements qu'on organise. Donc parfois, on fait des trucs sympas, on fait des speed networking. Donc en gros, je veux dire, on les met alignés, puis on fait bon, bah vous avez 2 minutes, et puis c'est hop, hop, on tourne, puis après vous networkez tranquillement. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein d'événements comme ça, et on fait aussi des événements en partenariat avec d'autres incubateurs ou en partenariat avec, je sais pas, d'autres réseaux pour justement pouvoir se développer. On a fait un partenariat notamment avec, autour d'un événement, je le dis parce que c'est assez drôle, avec l'école 42, l'école des devs, et on avait appelé ça The Beauty and the Geek, donc on s'était un peu marré parce qu'on était, allez, on va à fond dans les clichés pour rigoler, et les beauty, ça va être nos startups, et puis les geeks, les devs de 42, et on va les faire matcher, parce que plein de startups avaient besoin de développeurs. Donc ça a permis de créer des vraies connexions et des relations concrètes. Vous êtes un peu le Tinder des startups. Ah bah ouais, là, on a joué la carte à fond. Hein, je veux dire, après, il fallait l'assumer, mais bon. Je pense que dans le domaine des startups, comme dans celui des assos, ce qui est un peu particulier et ce qui est hyper chouette, c'est l'importance, justement, au-delà du temps de travail et du temps où on taffe concrètement sur ces projets, mais tous les moments informels qu'il y a autour. Donc, que ce soit les événements organisés, justement, dans le but de connecter des gens entre eux, ou simplement une équipe qui va boire un coup en sortant d'une longue réunion de travail avec son asso. Et c'est tous ces moments informels-là, ces événements d'interconnaissance, ces séminaires de rencontres et d'échanges qu'on va organiser avec AnimaFac, etc. Finalement, c'est surtout dans ces moments-là que les plus belles idées vont germer, parce qu'il y a toutes les barrières, toute la timidité, et puis tous les freins qu'on peut se mettre aussi un petit peu inconsciemment dans le monde du travail, ou quand on est dans l'action, vont finalement s'envoler. Et voilà, il y a cette fluidité, cette souplesse dans les échanges qui est hyper agréable. Et donc, finalement, voilà, les connexions entre les gens, elles se font naturellement, elles se font très vite dès lors qu'on rejoint ce type de réseau, dès lors qu'on décide de s'ouvrir un petit peu et de pas plancher seul. C'est des échanges bienveillants aussi, c'est vrai que c'est super important, quoi. Faut pas avoir peur parce qu'on est là pour vous aider. Ouais. Et je pense que c'est pas si compliqué finalement de trouver des gens qui partagent les mêmes choses que nous et qui vont être motivés par notre idée. Ce qui est plus compliqué par contre, c'est de trouver de l'argent. Et on va terminer sur cette question et ensuite on va prendre les questions des internautes très rapidement, en mode bullet points. Okay. Quelles sont les ressources financières qu'on peut trouver pour une asso, et quelles sont les ressources quand on se lance, donc pas au niveau ministère, mais quelles sont les ressources financières qu'on peut trouver pour une start-up? Alors pour une start-up, on a, donc je parlais de Love Money, donc c'est l'argent de la famille, des amis, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les business angels, donc ça c'est des particuliers qui investissent dans vos projets. Et puis après, on a les fonds d'investissement qui sont des structures financières qui sont faites pour investir justement dans les start-up. Et puis après, on a les banques. Et donc tout ça, c'est la sphère un peu, qui grossit en fonction du développement de notre start-up. Et pour les trouver, il y a aussi des subventions publiques, les prêts à taux zéro donnés par les banques. Et il y a aussi, il faut s'inscrire à des concours. Beaucoup s'inscrire à des concours parce qu'il y a le premier prix, parfois ça peut être 50 000 euros, 100 000 euros, où il y a même des dotations. On vous offre votre prochaine campagne de communication. Voilà, donc c'est tout ça, quoi. Ok. Alors, du coup, pour les assos, pareil... plusieurs moyens de trouver de quoi financer ces projets et ces idées. Évidemment, l'autofinancement, déjà en premier lieu, que ce soit avec les cotisations des membres de l'association ou les activités qu'on mène. Comme on le disait tout à l'heure, une association peut offrir des services, vendre des produits et gagner de l'argent. Des gâteaux, des crêpes. Ça, c'est souvent ce qu'on rencontre au sein des petites assos étudiantes qui viennent de se monter. C'est souvent ça, leur première source de financement. Oui, justement, voilà, le crowdfunding, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc ces systèmes de financement en ligne participatifs. En ce qui concerne les associations donc étudiantes, qui est plus du coup mon domaine, il y a des fonds d'aide spécifiquement dédiés à leurs projets au sein des universités, et puis évidemment les collectivités territoriales qui ont évidemment des enveloppes budgétaires allouées au financement des projets associatifs. Donc évidemment il s'agit d'adapter sa demande de financement à la nature de son projet et à son ampleur. Évidemment, si on met en place un petit projet au sein
d'une école, on va peut-être pas faire des demandes de financement auprès de l'État ou de l'Union européenne, évidemment. On va peut-être plutôt s'adresser à la ville, par exemple. Mais voilà, toutes les collectivités territoriales ont des fonds dédiés au financement des projets associatifs. Donc ça se passe tout simplement par constituer un dossier de demande de financement et puis adresser la demande à la collectivité en mettant un petit peu en avant les atouts du projet vis-à-vis de la collectivité en question. Et puis évidemment tous les financements privés, donc le sponsoring par des entreprises, le mécénat. Puis je crois qu'il ne faut pas non plus négliger tout ce qui est aide en nature et entraide entre associations, ça se fait énormément, enfin même entre associations ou entre entreprises et assos, tout ce qui est prêt de matériel, etc. Enfin, c'est des prêts de mise à disposition de locaux, c'est des choses qui sont beaucoup dans le monde associatif. Et puis évidemment au-delà de ces financements, de ces sources de financement permanentes, il faut faire un petit travail de recherche et de veille régulier pour essayer de repérer des appels à projets intéressants, puisqu'il y en a énormément, des appels à projets dans tous les domaines et à tous les niveaux, publics, privés. Donc il suffit de rechercher un petit peu et on trouve forcément la source de financement qui sera adaptée à son idée et à son projet. Ce dont j'ai l'impression, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment oser et surtout ne pas hésiter à aller demander des ressources autour de soi. Et je pense que c'est un peu le message principal qu'on a envie de vous faire passer pendant cette heure-là, c'est il n'y a pas de questions bêtes. Ces acteurs qui sont là pour vous aider, ils y sont pas par hasard, c'est parce qu'il y a un vrai besoin et une vraie demande, donc n'hésitez surtout pas à les solliciter. Et c'est bien de kikasser de temps en temps sa timidité pour aller rencontrer ces gens qui peuvent être un peu impressionnants parce qu'on se dit oh là là c'est quelqu'un de l'administration ou oh là là c'est quelqu'un qui représente une structure impressionnante, mais finalement c'est tellement gratifiant. Enfin, moi qui ai eu aussi plusieurs projets associatifs, très honnêtement je ne serais pas autour de cette table si je n'avais pas osé à certains moments. Moi non plus. Voilà, merci Louise. je cherchais ton regard du genre. On est deux. On est deux. Voilà. Et je pense qu'en fait, on est tout autour de la table parce qu'on a ce point commun là. Oser se lancer et oser dire quand on ne sait pas et quand on est pas comme bloqué. Ouais. Justement, sur le chat, il y a quelqu'un qui demande quand on ne connaît pas une ville, par exemple, qu'on vient d'arriver et qu'on veut trouver des associations et s'engager dans l'associatif ou trouver un travail, par exemple. Tu disais tout à l'heure que vous faisiez des meet-up. Qui est-ce qu'il faut aller voir Est-ce qu'il y a des annuaires d'associations ou des trucs comme ça ? Oui, bien sûr. Je pense qu'a priori, il doit y avoir des annuaires d'associations dans à peu près toutes les villes, que ce soit... je pense qu'il faut s'adresser à la maison des associations, s'il y en a une dans la ville ou dans la communauté d'agglomération en question, mais également auprès de la mairie. Et puis, justement, toutes les structures d'accompagnement et de réseau dont on parlait tout à l'heure, justement, font ce travail de recensement et de mise en lumière des associations existantes et des moyens de les joindre, tout simplement. Donc, si je prends l'exemple justement très précis d'AnimaFac, nous, ça fait partie de notre travail quotidien aussi d'essayer de recenser et de maintenir à jour une grosse base de données de toutes les associations étudiantes avec lesquelles on a été en contact de près ou de loin sur tout le territoire français. Et donc, tout simplement, on essaie de maintenir à jour un annuaire le plus complet possible de toutes les associations étudiantes existantes en France. Et du coup, n'importe qui peut aller se renseigner sur les projets de tel asso. Et puis, les coordonnées publiques de l'association sont en ligne. Donc ça, c'est pour le cas d'AnimaFac, mais je pense qu'à priori, toutes les structures dans leur domaine d'activité font de même et la mairie et les maisons des assos sont aussi là pour ça. Puis il y a aussi justement, on parlait des meet-up, je pense que c'est arrivé il y a quelques temps maintenant, mais c'est quand même hyper bien parce que du coup c'est des événements ouverts à tous sur des thématiques, donc c'est meetup.com, du coup je fais la pub pour Meetup, je ne travaille pas chez eux, mais je reconnais vraiment l'avantage, moi ça m'est arrivé d'arriver dans une ville, de pas savoir, qu'est-ce qui me plaît, je vais là-bas. Et puis même, j'ai eu plein de personnes, que ce soit des mamans qui arrivaient, qui n'avaient pas de boulot, qui ne savaient pas quoi faire et tout, elles allaient là-dessus et ça marche vachement bien. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de startups aussi qui se développent dans la recherche de travail et des plateformes aussi qui se développent dans, justement, je suis étudiant et je suis aussi freelance et j'ai envie de faire des petites missions en attendant. Et
Et ça marche bien. Il y a Hopework, je crois, HOPWERK. Et puis il y a Welcome to the Jungle aussi, qui est le truc de je bosse dans une start-up. Voilà, quoi. Ça ouvre bien l'ambiance. Bienvenue dans la jungle. mais c'est sympa. J'espère que t'as pris ta machette, mon gars, parce que. Courage. Et puis une dernière question concernant Paris Pionnière. Est-ce que tout le monde peut venir aux formations et aux ateliers que vous organisez ? Oui, bien sûr. C'est ouvert à tous. Alors, c'est payant. Du coup, pour l'externe, on a si en fait tu viens coworker chez Paris Pionnière, c'est 15 €. Et pour les externes, c'est 35 €. Et justement, effectivement, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas du tout de critères de sélection. Il suffit juste d'aller sur notre site web, rubrique agenda, et de s'inscrire. Ok. Je mets les liens et ils seront bien sûr dans voilà. l'article récapitulatif de ce marathon live. L'article qui tu vas faire exactement. Peut-être qu'on va faire non rien. Bref. Non mais écoute, c'est très bien pour le référencement Google. On aura traité tellement de sujets pendant ces 10 heures. Marie, tu nous avais dit des conseils concrets. Alors, c'est très concret. 3W. J'aime bien. Est-ce qu'on a d'autres questions Non, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on commence à être en retard déjà. Ah oui, I'm sorry. Oui, on peut pas. Est-ce qu'on peut prendre juste 5 minutes pour les questions naïves d'Esther Non, en vrai, c'est pas grave si. Parce que j'en ai des. S'il vous plaît. Je laisse Marie. Ok, alors 2 questions. Allez. Ok, donc il faut répondre rapidement. Comment on fait pour écrire les statuts d'une association, en fait ? Genre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver quelles sont les règles ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ? Est-ce que si j'ai 15 ans, je peux créer mon association ? Alors du coup, déjà peut-être très rapidement, donc les statuts de l'asso, c'est effectivement une sorte de loi interne de l'association en fait qui va définir qui est l'association, quel est son domaine d'activité, quelles sont les règles de fonctionnement interne, etc. Et c'est effectivement un document qui est indispensable lorsqu'on déclare son association. Je pense que là-dessus, tous les gens qui ont déjà monté une asso se sont déjà cassés la tête sur leur statut. Et heureusement, il y a beaucoup de ressources en ligne à ce niveau-là. Des modèles. Voilà, il y a des modèles en ligne de statuts commentés, article par article, en expliquant concrètement par l'exemple qu'est-ce que vous devez mettre dans cet article-là, qu'est-ce que vous devez mettre dans cet article-là, etc. Et puis surtout, les statuts en soi ne sont pas forcément aussi complexes qu'on l'imagine, dans le sens où les mentions obligatoires des statuts se résument à très peu de choses. Le nom de l'association, l'adresse de son siège social, son objet, donc c'est-à-dire sa raison d'existence, les activités qu'elle mène, et puis la composition de son organe de gouvernance, tout simplement. Après, évidemment, on peut développer et faire des statuts plus complets, mais en tout cas, ça reste les mentions obligatoires minimum, donc ça reste plus simple que ce qu'on imagine. Ok. Je sais pas si je continue. Juste sur l'âge, je le dis en fait parce que la première fois que je suis rentrée dans une association, j'avais 16 ans. Et en fait, on devait trouver un président et on s'est aperçu à ce moment-là qu'on n'avait pas le droit d'être président de l'asso si on n'avait pas 18 ans. Bienvenue en France. Donc je sais pas si ça a évolué depuis parce que c'était déjà il y a 4 ans. Le droit d'association des mineurs. Ça s'appelle le droit d'association des mineurs. En tout cas, je pense que ça a évoluer. Donc je ne suis pas sûre, mais voilà, c'est pas tellement une question au final, mais juste, même à 15 ans, il y a des moyens, je pense, de créer des assos, et ça en fait amène la dernière question. Est-ce que on peut mener des activités sans être déclaré en tant qu'association ou en tant que start-up ? Alors, on peut tout à fait mener des activités. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure au début, à partir du moment où on est 2 et qu'on a une idée, en fait, on existe et on peut mener les projets. Simplement, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire à partir du moment où on ne déclare pas son association. C'est ce qui permet d'exister juridiquement et donc, par exemple, de pouvoir ouvrir un compte en banque, recruter des salariés, recruter des services civiques, ce genre de choses. Recevoir des sous. Recevoir de l'argent, disons faire des demandes de financement, etc. Donc effectivement, toutes ces choses-là ne vont pas être possibles quand on n'a pas déclaré son association. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener des projets, simplement on va être un peu limité forcément. Ok. Tout pareil. Bah voilà, très bien. Bon, c'est la fin des questions naïves. Merci beaucoup. C'était très rapide. Peut-être qu'on fera un vrai podcast autour de ça qui durera genre 1h30, comme ça on aura 3h30. Il y a tellement de choses à traiter dans ce sujet. C'est vrai que c'était un peu compliqué de tout dire en peu de temps.
Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Allez liker les pages Facebook d'AnimaFac et de Paris Pionnière. Oui. J'ai mis les liens sur le chat pour qu'on puisse retrouver tout ce dont vous avez parlé, notamment pour se retrouver et trouver toutes les associations répertoriées par AnimaFac, parce que je pense qu'il y en a des milliers. Oh oui. Et merci beaucoup, merci à vous. Merci Marie et Esther d'avoir animé cette heure, Merci. c'était très cool et très intéressant. Et osez, faites-le. Oui, Go, osez, faites des Lancez-vous, projets. c'est le message principal. Lancez-vous, faites des choses. Il faut. Et on va écouter une session acoustique de Cathy Melua. Et ensuite, on retrouve Lise en streaming avec la développeuse du dimanche. C'est ça, c'est dimanche. Oui. Et Lou, pardon, j'ai eu un bug de jour de la semaine. Et qui vont streamer sur Rayman Legends. À tout de suite. Busy man, where am I?